Merci à tous d'être là au 4e Skepticism de Pub de Lille. Ce soir, la soirée sera consacrée à l'enseignement de l'esprit critique. Et pour ce faire, nous avons un professeur de l'université de Lille, Michael Salson. Merci. Donc bonjour. Je vais effectivement vous parler d'enseignement d'esprit critique. Alors pour situer un peu le contexte, je suis enseignant-chercheur à l'université, mais en informatique. Donc rien à voir avec l'esprit critique. Donc voilà, au moins je vous avais avoué que j'étais un imposteur, donc ça c'est fait. On peut commencer sereinement. Mais j'enseigne aussi la zététique aux licences informatiques et à la filière journaliste scientifique de l'ESJ qui est conjointe avec l'université de Lille. Et donc j'enseigne ça depuis 2013-2014. Ça fait 4-5 ans. Et donc voilà, je vais présenter un petit peu déjà pourquoi est-ce qu'on voudrait enseigner l'esprit critique. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Si oui, comment? Donc spoiler, oui, la réponse sera plutôt oui. Et aussi quelles sont les limites de l'enseignement de l'esprit critique. Il peut y avoir des limites. Donc là, ce sera plus tiré sur mon expérience. La première partie, c'est plus basé sur ce qu'on peut lire dans la littérature scientifique à propos de l'enseignement de l'esprit critique, parce qu'il y a plein de gens qui étudient ça. Moi, ce n'est pas mon domaine de recherche, mais il y a des gens qui le font. Et la dernière partie sera plus sur moi, mon expérience, quelles sont les limites que j'ai vues en enseignant l'esprit critique, la zététique, et quelles étaient les limites que j'ai pu lever. Si vous voulez, il y a les diapos qui sont en ligne, voilà, vous flashez, mais il faut être rapide parce que ça va passer à la suite. Trop tard. Alors déjà, on parle d'esprit critique, mais qu'est-ce que c'est l'esprit critique? Alors je pourrais remonter à l'Antiquité pour définir l'esprit critique, mais je ne vais pas faire ça. Ce sera un peu trop long. Je vais me contenter de prendre des chercheurs actuels qui définissent l'esprit critique pour voir un petit peu ce qu'ils en disent et quels sont les éléments qu'ils mettent en avant pour définir l'esprit critique. Donc ce qu'ils disent, c'est que c'est la capacité à aboutir à des conclusions raisonnables fondées sur des preuves, la logique et l'honnêteté intellectuelle. Alors dit comme ça, bon, forcément on résume l'esprit critique en une phrase, c'est peut-être un peu difficile, donc on peut avoir des limites à cette définition. Par exemple, qu'est-ce qu'une conclusion raisonnable? La différence entre une conclusion raisonnable et une conclusion pas raisonnable, je pense que selon les personnes, ce ne sera pas la même chose. Il y a des personnes qui vont considérer que c'est une conclusion raisonnable d'arriver à la conclusion qu'ils sont fait enlever par des ovnis. Voilà, donc ça va forcément dépendre des gens, ce qu'est une conclusion raisonnable ou pas. Mais en tout cas, voilà, il y a le fait que il faut s'appuyer sur des preuves à un moment donné. Alors pareil, qu'est-ce qu'une preuve solide, qu'est-ce qu'une preuve qui n'est pas très solide? Il y a plein de questions qui se posent derrière, mais on résume en une phrase, donc il y a forcément des simplifications qui sont faites. Mais il y a la notion de preuve, de logique et d'honnêteté intellectuelle, en tout cas, qui arrive. Après, on peut avoir une définition un petit peu plus complète, ou en tout cas les éléments qui sont propres, enfin pas propres, mais qu'on a envie d'avoir si on veut mettre en avant de l'esprit critique. Donc un premier point, identifier des hypothèses, c'est-à-dire que j'ai un énoncé, et puis dedans, c'est pas forcément évident, hein, c'est identifier quelles sont les hypothèses qu'il y a dans cet énoncé, et puis il peut y avoir plein d'hypothèses sous-jacentes qui ne sont pas explicitées, et donc être capable de dire, bon, ben voilà, quelles sont les hypothèses qu'il y a dedans. Vérifier, est-ce qu'elles sont valides ces hypothèses? C'est bien de faire des hypothèses, mais à un moment donné, est-ce qu'on met en avant des éléments qui accréditent cette hypothèse, ou est-ce qu'on fait l'hypothèse, et puis tout le monde dit que c'est ça, donc ça doit être vrai? Et quand on nous présente un énoncé, on ne nous présente pas forcément les différentes perspectives. Donc il faut aussi voir de différentes perspectives. Est-ce que, ok, on nous présente ça d'une telle manière, mais si je regarde d'un autre côté, est-ce qu'on ne peut pas penser à d'autres hypothèses que celles qu'on nous a présentées? Et donc tout ça pour prendre une décision informée. Un autre élément, c'est résoudre des problèmes. Et donc pour résoudre des problèmes, il faut faire des inférences, c'est-à-dire faire des déductions quelque part. Calculer des vraisemblances, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui est plus vraisemblable. J'ai plusieurs hypothèses à disposition. Laquelle je choisis dans tout ça? Et donc pour ça, il faut avoir une idée de ce qui est plus vraisemblable comme hypothèse. Et donc dans l'esprit critique, on peut aussi éventuellement ajouter la manière dont on pense à ce qu'on pense dans l'esprit critique. Donc ça, ce sont les éléments qu'on peut mettre dans la définition de l'esprit critique, enfin en tout cas ce que mettent les chercheurs à l'heure actuelle dans l'esprit critique, en résumé. Donc ça, c'était pour une définition rapide de ce qu'est l'esprit critique. Maintenant, on va voir un petit exemple concret. Alors ça va être une question de rapidité, donc je vais vous demander d'être rapide et de me proposer une réponse très rapidement au problème que je vais vous présenter. Le problème est le suivant. On a Dominique
qui boit une bouteille de lait en 4 jours. Okay, donc c'est pas boire en continu, hein, au bout de 4 jours, la bouteille de lait est terminée. Et de l'autre côté, on a Anaël qui, au bout de 6 jours, a bu une bouteille de lait. Maintenant, Anaël et Dominique sont ensemble, au bout de combien de jours la bouteille de lait est finie? Vous me dites? Vite. 12, 4, 6, 2. 2, 4. Alors pourquoi 12, 2, 6, 4? À 2, il la boit plus vite. Comment? À 2, il la boit plus vite. À 2, il la boit plus vite, effectivement, on peut se dire ça. Donc on va se dire que ça va être moins. En fait, c'est 3 ou 2,4 si on veut être très précis. Mais... Et en fait, alors honnêtement, j'ai pas eu la réponse à laquelle je m'attendais, donc je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. On va faire avec. Comment? La réponse attendue, c'était 10. Non, la réponse que j'aurais voulu avoir, c'était 5, c'est-à-dire la moyenne entre les deux. Ah, merci. Parce qu'en fait, c'est ça, effectivement. Et voilà, je ne voulais pas que vous réfléchissiez trop, c'est pour ça que je vous ai dit une réponse rapide. Parce qu'on va réfléchir rapidement, et puis on va se dire, ouais, ça ressemble à des problèmes que je connais, où il faut faire la moyenne entre deux trucs, et puis je fais la moyenne entre 4 et 6, ça fait 5, et donc c'est 5 jours. Sauf que, effectivement, si on réfléchit un peu plus, on se dit, bon, s'ils sont à 2, ils vont la boire plus vite qu'en étant tout seul, donc ça devrait prendre moins de jours. Ok, un autre exemple. C'est beau, hein, tout ça. Qu'est-ce que boit la vache? Voilà, donc... si on réfléchit, on sait que la vache boit de l'eau, et puis vous connaissez peut-être cette question-là, mais vu le contexte, on va être amené à dire du lait, parce que là, je vous ai mis plein de photos qui représentent un truc blanc. Il n'y a aucun point commun entre toutes ces images, à part le fait que ce soit blanc. Et puis avant, je vous ai posé un problème avec des bouteilles de lait, donc je vous ai en plus un peu enclin à penser à du lait. Et donc tout ça, ça fait qu'en plus, la vache, ça fait du lait, donc on mélange le tout, et pouf, on dit que ça boit du lait. Et puis si on y réfléchit un peu plus, bah non, la vache elle boit pas du lait en fait, elle boit juste de l'eau. J'avais beau connaître, j'ai quand même pensé à du lait. Et alors pourquoi, voilà, on se dit, effectivement on y pense, on le sait, c'est ça le pire, et on tombe quand même dedans, c'est comme les illusions d'optique, hein, on a beau les connaître, et pourtant on tombe dedans. C'est la même chose avec l'esprit critique, on a beau avoir des cours d'esprit critique éventuellement, ou connaître des choses d'esprit critique, des éléments d'esprit critique, et pourtant on va tomber dans les pièges comptants. Pourquoi c'est pas si simple? C'est à cause de ce qu'on a là-dedans, qui nous sert quand même de temps en temps. Hein. Mais le plus souvent, on va s'appuyer sur un raisonnement qui s'appelle heuristique, c'est-à-dire on va prendre des décisions rapidement. Les caractéristiques de ce raisonnement, c'est qu'il est rapide. Le plus souvent, c'est juste, mais des fois, pas tout à fait. Et donc, on va faire des décisions sans vraiment prendre en compte tous les éléments, et puis on va prendre quelques éléments à la volée, et on va sortir une phrase, donc on va dire « c'est du lait », par exemple, ou on va prendre une décision un peu rapidement, sans avoir considéré tous les éléments. Mais ce raisonnement-là, vu qu'il est rapide, on le privilégie par rapport à un autre raisonnement qui serait plus coûteux, qui serait un raisonnement raisonné, j'allais dire, c'est pas terrible, mais un raisonnement plus rationnel. Mais là, il faudrait se poser, il faudrait réfléchir consciemment au problème, alors que le raisonnement heuristique, il est très majoritairement inconscient. Ça se produit sans qu'on ait même à y penser. On fait plein de petites décisions tout le temps, auxquelles on ne pense pas nécessairement, et ça, c'est le raisonnement heuristique qui entre en jeu. Et donc, on est très content qu'il le fasse, parce que sinon, il faudrait qu'on pense à plein de trucs tout le temps, ça serait un peu invivable. Mais, parfois, il se trompe, ce raisonnement. C'est le propre des heuristiques. Une heuristique, ça permet d'aller plus vite, mais ça ne permet pas toujours de prendre de bonnes décisions. Et donc c'est le cas avec les exemples que je vous montrais tout à l'heure, avec la bouteille de lait où on va peut-être avoir tendance à faire la moyenne, ou alors avec les images blanches et que boit la vache, on va dire du lait. Parce que, avec le raisonnement heuristique, on va répondre à la question, on va réussir à répondre à la question, mais on ne va pas répondre à la question à laquelle on nous a posé. Ce qui est un peu problématique. Donc la première question, c'était au bout de combien de temps les deux personnes ont fini la bouteille, et ce à quoi on avait envie de répondre, c'était la moyenne des deux. Alors que ce n'est pas du tout la question. L'autre question avec la vache, on nous demande que boit la vache, et puis en fait on répond à que produit la vache, parce que c'est l'image qui nous vient le plus immédiatement, c'est ce que produit la vache. Donc voilà, c'est les limites de ce raisonnement, du raisonnement heuristique. C'est lui qui va venir en premier, et donc on a envie, alors je ne sais pas si on veut qu'il prenne moins de place, parce que le raisonnement heuristique, j'ai dit, il est utile dans beaucoup de cas,
mais ou alors éduquer ce raisonnement heuristique pour que, heuristiquement, on réussisse à être un peu plus critique ou à se mettre en alerte et reconnaître des situations où, attention là, c'est un truc que je reconnais, je suis susceptible de me faire piéger, donc ce serait bien que ce soit mon raisonnement plus rationnel qui revienne au premier plan et que je ne fasse pas trop confiance à mon raisonnement heuristique. Et oui, j'ai oublié de préciser, le raisonnement heuristique, du coup, comme la décision est heuristique, ça se reposait sur plein de choses qu'on a en tête un peu inconsciemment, donc des intuitions, des a priori, des stéréotypes, et du coup, on va avoir des jugements qui sont plus stéréotypés quand on fait appel au raisonnement heuristique que quand on fait appel à notre raisonnement rationnel. Donc c'est aussi une raison pour laquelle il faut éviter à certains moments d'utiliser ce raisonnement heuristique. Et en plus, il est crédule. Donc les chercheurs ont des moyens comment dire, les chercheurs ont les moyens de faire en sorte que les gens utilisent plutôt leur raisonnement heuristique ou plutôt leur raisonnement rationnel. Par exemple, en écrivant gros et gras, comme ici, on utilise plus son raisonnement heuristique parce que c'est facile à lire, on n'a pas besoin de se concentrer, donc c'est simple, tout cool, tout va bien. Par contre, si j'avais écrit tout petit dans une police toute moche, indéchiffrable, là, ça aurait été plus le raisonnement rationnel qui serait rentré en jeu parce que consciemment, il aurait fallu faire un effort pour déchiffrer, et donc c'est le raisonnement conscient qui serait revenu au premier plan. Et donc ce raisonnement étant crédule, voilà, on est plus susceptible de se faire avoir par des arguments un peu fallacieux. Alors pourquoi enseigner l'esprit critique? Parce que bon, là j'ai montré qu'on pouvait se faire piéger facilement, mais finalement on pourrait se dire ouais, bah, après tout, on est comme ça, on a nos limites, mais est-ce que ça serait mieux de moins se reposer sur notre raisonnement heuristique ou de faire plus attention? Est-ce que finalement on ne serait pas plus malheureux si on enseignait l'esprit critique? C'est aussi une possibilité, il faut évaluer les avantages et les inconvénients. Alors déjà un premier point, c'est que quand je discute avec certains enseignants, ils me disent « mais pourquoi enseigner l'esprit critique? On leur enseigne la science, alors ça peut être les maths, la physique, je ne sais pas quoi. De toute façon, il y a l'esprit critique dans la démarche scientifique. » Oui, mais sauf qu'elle n'est jamais vraiment explicitée. On apprend à faire, je ne sais pas, des démonstrations mathématiques, mais après, comment on transfère cette connaissance de faire des démonstrations mathématiques à la vie de tous les jours, à prendre des décisions plus rationnelles tous les jours, c'est pas évident. Et donc, ça a été vérifié par des chercheurs, le fait qu'on soit enseigné de la science, des disciplines scientifiques, que ce soit à l'université, au lycée, au collège, peu importe, ça ne permet pas spécialement d'augmenter l'esprit critique des élèves ou des étudiants. Et donc, il y a eu, là je vous cite un exemple en particulier, aux États-Unis, ils ont suivi 2400 étudiants au cours de leur scolarité dans 29 universités pour voir est-ce que leur niveau d'esprit critique augmentait. Alors là, j'ai besoin de faire une parenthèse. Comment on mesure le niveau d'esprit critique? Alors pour ça, il y a des tests un peu standards, donc forcément, ça a des limites. Hein, on teste que sur certaines dimensions. C'est pas, de toute façon, l'esprit critique, c'est large. Hein, on a vu un échantillon de définition, mais on ne peut pas tout tester à la fois. Mais voilà, on teste sur certaines dimensions l'esprit critique. Et là, en faisant ces tests, ils se sont rendus compte que pour 45% des étudiants, après 2 ans de scolarité, donc après avoir validé 2 années de scolarité, il y en a 45% qui n'avaient pas progressé en termes d'esprit critique. Alors que pourtant, ils ont mûri, hein, ils ont gagné au moins 2 ans, donc ils ont mûri, et pourtant, ils n'ont pas gagné d'esprit critique, ils ont eu des disciplines, ils sont enrichis intellectuellement probablement, enfin certainement, mais en termes d'esprit critique, il y en a 45% qui n'ont pas gagné. Alors on peut voir l'autre versant, il y en a 55% quand même qui ont gagné de l'esprit critique. Mais il y en a 45% qui n'ont pas gagné, ça dépend quel côté on regarde. Et au bout de 4 ans, ils ont regardé aussi, il y en a un tiers qui n'avait pas gagné dans ce test d'esprit critique-là. Donc on voit que ce n'est pas suffisant en soi l'enseignement des disciplines scientifiques. Et alors il y a Carl Sagan qui peut en donner une raison dans ce qu'il dit ici. Il dit « Si nous n'enseignons que les découvertes et les produits de la science, aussi utiles et même inspirants soient-ils, sans communiquer sa méthode critique, comment distinguer la science de la pseudo-science ?» Donc si je dis la vitesse de la lumière c'est 300 000 km par seconde, à peu près, je ne suis pas physicien, hein, et on dit prenez ce remède tous les jours et vous vous porterez mieux et vous éviterez les cancers. Les deux énoncés, comment je fais la différence entre les deux? On ne voit pas en soi qu'est-ce qui différencie l'un de l'autre. Si on n'explique pas comment on a abouti au fait que la vitesse de la lumière c'est 300 000 km par seconde, pourquoi je croirais plus ça que le fait que prenez mon remède, vous n'aurez pas de cancer? Donc voilà, il faut expliquer la démarche pour comprendre pourquoi l'un est plus crédible que l'autre. C'est ce que dit Sagan ici. Et donc, un autre aspect, c'est que les personnes qui ont une bonne pensée critique ont, d'après plusieurs recherches, prennent de meilleures décisions dans des situations complexes.
ont moins recours au raisonnement heuristique, donc que je vous présentais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plus tendance à, quand il faut prendre des décisions importantes, à avoir recours à leur raisonnement rationnel, ont moins de biais cognitifs, ou du moins moins souvent, et sont mieux informés. Alors attention, on ne sait pas dans quel sens, est-ce que c'est le fait d'avoir plus d'esprit critique qui provoque ça, ou est-ce que c'est parce qu'ils sont mieux informés qu'ils ont plus d'esprit critique? Là, on ne sait pas dans quel sens, hein. C'est juste... ok, ça marche. C'est juste une question de caractéristiques des personnes qui ont plus d'esprit critique. Ça ne veut pas dire que si on enseigne l'esprit critique aux gens, ils auront ces caractéristiques-là, ça on ne sait pas. Mais déjà, c'est plutôt encourageant de voir ça. J'ai pas vu d'aspect négatif, hein. C'est pas que j'ai voulu les cacher, c'est que j'en ai pas vu mentionner. Bon alors, admettons maintenant qu'on soit convaincu qu'il faille enseigner l'esprit critique. Comment on fait? Alors pour ça, on peut s'appuyer sur des centaines d'études qui ont été faites à travers le monde sur l'enseignement de l'esprit critique. Il y a plein de recherches sur l'enseignement de l'esprit critique, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Donc là, il y a 684 études qui ont été analysées dans une publication de 2015, où ils ont essayé de synthétiser qu'est-ce qu'on sait sur l'enseignement de l'esprit critique, qu'est-ce qui marche, auprès de quelle population, dans quel contexte, est-ce que ça marche. Et alors on peut se poser la question d'ailleurs, comment on fait une étude pour voir si l'enseignement de l'esprit critique ça marche? Alors ce qu'on va faire, c'est typiquement, on va avoir, il y a plusieurs manières de faire. Ce qui peut être fait, c'est on va prendre un cours de, je sais pas, un cours de biologie d'un côté, et puis on va prendre un cours d'esprit critique de l'autre. On va mesurer le niveau d'esprit critique des étudiants au début du cours, au début de la fin du cours, et puis on va voir si ça a progressé, et dans quelle mesure ça a progressé, et dans quel cours ça a progressé. C'est une possibilité. On peut diviser des effectifs en deux et faire un cours d'esprit critique à certains, pas à d'autres, et voir ce que ça change. Donc, il y a différentes manières de faire, et donc ils ont rassemblé tout ça. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Déjà, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on note que quand on enseigne l'esprit critique à des élèves et des étudiants, après, ils ont un peu plus d'esprit critique, c'est-à-dire que sur les tests qui sont faits à l'issue de la matière, on note qu'ils ont plus d'esprit critique. Donc déjà, c'est positif. Bon, après, on peut dire que c'est pas hyper étonnant, quand on enseigne les maths, les élèves font mieux les maths après, quand on leur enseigne le français, ils font mieux le français. Mais c'est quand même rassurant de le vérifier, que c'est aussi vrai pour l'esprit critique. Donc l'enseignement de l'esprit critique peut avoir un intérêt. Ensuite, est-ce que ça marche pour tout le monde ou pas? Est-ce que ça marche que au primaire? Est-ce que ça marche que à l'université? Ça marche pour tous les âges, dans ce qu'ils ont relevé. Donc ça marche au primaire, ça marche au collège, ça marche au lycée, ça marche à l'université. Et donc il y a un bémol, c'est sauf peut-être les adultes ou les étudiants de dernier cycle, donc au-delà du master. Alors là où ils disent qu'ils ne sont pas sûrs, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet. Et donc peut-être qu'il n'y a pas suffisamment d'études pour se rendre compte de manière fiable s'il y a un effet ou pas. Donc il y a ce bémol-là. Mais en tout cas, pour le reste, ils sont à peu près sûrs que oui, ça marche bien, quel que soit l'âge, du primaire jusqu'à l'université. Donc c'est bon, je peux continuer à donner des cours d'esprit critique. Il est possible que ça ait un effet. Et ensuite, comment enseigner? Alors, juste un cours magistral en amphithéâtre, c'est pas top. Ce qui vaut mieux, c'est avoir des enseignements où on pose des problèmes. Alors pas que ça, hein, mais notamment où on pose des problèmes, où il y a des jeux de rôle, pour que les élèves soient face à un problème concret, et que face à ce problème concret, voilà, ils mettent en jeu ce qu'ils ont vu en cours. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'il y ait un retour. Donc des discussions en classe ou en groupe, c'est-à-dire qu'il y ait une discussion avec l'enseignant, et qu'il puisse y avoir un retour sur ce qu'ils ont fait, et qu'ils sachent que là, ce qu'ils ont mis en œuvre, c'était bien, que là, ils sont à voir par tel biais, par exemple. Et donc cette interaction, elle est importante, c'est-à-dire que, pareil, si je suis en cours magistral et que je ne fais que diffuser ma science sans retour des élèves ou des étudiants, eh ben, je n'ai pas cette discussion, et donc c'est un aspect qui manquerait. Donc le côté interactif, le côté problème, c'est vraiment quelque chose qui ressort dans leur publication à eux, hein, qui ont synthétisé 600 études, mais qui ressort aussi dans d'autres publications. C'est vraiment un aspect important dans l'enseignement de l'esprit critique, apparemment, d'avoir ces aspects-là. Et on a une autre publication qui résume 5 aspects importants dans l'enseignement de l'esprit critique pour que ça fonctionne bien.
Le premier, c'est la pratique, c'est en lien avec ce que je disais sur les problèmes, c'est-à-dire qu'il faut poser des problèmes aux élèves et puis qu'ils aient à les résoudre et puis qu'ils s'y mettent à plusieurs et qu'ils réfléchissent ensemble et que les hypothèses des uns et des autres se confrontent et puis c'est de là que ça va s'enrichir. Je parlais tout à l'heure, il faut avoir différents points de vue. Là, justement, si on réfléchit en groupe à un problème, on va avoir cette notion-là et ça va permettre de s'enrichir aussi intellectuellement. Il y a la notion de transfert. C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais tout à l'heure un peu sur les démonstrations mathématiques. Si j'apprends à faire une démonstration mathématique, comment je la transfère à d'autres problèmes, comment je transfère les compétences que j'ai développées à d'autres problèmes dans la vie réelle, par exemple. C'est pas évident. Et donc, il faut qu'il y ait cette notion-là de OK, j'ai réussi, je ne sais pas, à identifier un biais précis. Comment je transfère cette compétence-là de manière plus générale? Comment je peux reconnaître ces types de biais de manière générale, pas que dans cet exemple précis? Comment je peux peut-être reconnaître même d'autres biais? Voilà, il faut que cette notion de transfert est importante pour que ce ne soit pas de l'enseignement qui soit spécifique au problème là qu'on a présenté, mais que ça puisse se généraliser ensuite. Un autre aspect, c'est aussi avoir de la théorie. Je disais tout à l'heure, pas trop de cours magistral parce qu'il faut qu'il y ait des interactions, mais il faut aussi quand même de la théorie, parce qu'avec la théorie, on va comprendre pourquoi on se fait avoir. Pourquoi est-ce qu'on va tomber dans des pièges, pourquoi est-ce qu'on va tomber dans des raisonnements fallacieux, et on va du coup pouvoir comprendre peut-être comment s'en prémunir. Alors après, quand je parle de théorie, peut-être qu'au primaire de la théorie, c'est pas complètement adapté, ça dépend du niveau auquel on enseigne, évidemment, mais ça permet d'avoir des billes et de mieux comprendre les pièges dans lesquels on peut tomber. Un quatrième aspect, c'est décortiquer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire décortiquer? C'est décortiquer un argumentaire, par exemple. Ok, j'ai un argumentaire, faut que je le détaille, pas que je le détaille, pardon, que j'isole ces différentes composantes pour être capable de voir que dans cet argumentaire, bon, il y a cette hypothèse-là. Je disais tout à l'heure, identifier les hypothèses, voilà, savoir identifier les différentes hypothèses qu'il y a dans cet argumentaire. Ou alors, s'il y a des arguments fallacieux, si on utilise, on parlait d'argument d'autorité tout à l'heure, si on utilise un argument d'autorité, on dit oui, monsieur machin qui a eu des prix prestigieux nous dit que tel remède soigne le cancer. Ok, est-ce que ce monsieur il est vraiment compétent sur le domaine ou pas? Donc c'est là-dedans qu'il faut aller pour décortiquer vraiment l'argumentaire précisément, savoir si ce qui est dit est valable, à quel point c'est valable et quelles sont les limites qu'on peut identifier. C'est pas parce qu'on identifie des limites qu'il faut tout mettre à la poubelle non plus. On peut avoir ce biais-là des fois, c'est « Oula, j'ai repéré un problème, hop, la poubelle ». Dans ce cas, on met tout à la poubelle, parce qu'un raisonnement qui soit parfait, sans aucun biais, sans aucun problème, ça n'existe pas, c'est de la théorie. Et enfin, se méfier de soi. On a vu tout à l'heure des biais de notre raisonnement. On a toujours des biais, on a des préférences personnelles. On va avoir tendance à aller vers ce qui nous plaît, vers des arguments qui nous plaisent. Et donc ça, il faut s'en méfier. Si je fais une recherche sur Internet, la manière dont je vais taper les mots-clés, ça va aller dans le sens que je recherche. Si je pense que, je ne sais pas, ce remède soigne le cancer, je vais mettre je ne sais pas, je vais prendre quoi comme remède? La bière. La bière soigne le cancer, ce qui serait osé comme affirmation. Je vais chercher bière soigne le cancer sur un moteur de recherche. Et je suis sûr que je vais tomber sur des résultats qui vont confirmer ce que je pense. Je n'ai pas essayé, je vous laisse essayer chez vous. Et donc là, en recherchant ça, je vais confirmer ce que je pense. Alors qu'il faudrait aller contre ce que je pense et rechercher, la bière ne soigne pas le cancer, la bière est dangereuse pour la santé. Voilà, il faudrait rechercher des choses qui vont contre mes convictions pour un peu me confronter à ces informations-là. Parce que sinon, je vais aller avoir que des informations qui vont dans mon sens et ça ne va pas beaucoup m'enrichir. Je reviens à ce que je disais dans la définition de l'esprit critique au départ, c'est avoir différents points de vue. Pour avoir ces différents points de vue, il faut rechercher l'information des différents types. Il y a un article sur CNews qui dit qu'il y a une étude qui dit que la bière soigne le cancer. Voilà. Comme quoi. Donc si on cherche, on trouve. C'est des éléments de bière qui ont été isolés pour relativiser un petit peu. C'est encore un coup des Belges, ça. Certainement. Financé par Heineken. Et alors, quelles sont les limites possibles de l'enseignement? Donc là, ce n'est pas à partir d'études que j'ai pu relever, mais à partir de mon expérience personnelle. Alors le risque, quand on enseigne l'hypercritique,
quand on enseigne l'esprit critique, pardon, c'est de devenir hyper critique, c'est-à-dire de vouloir à tout prix critiquer des choses parce qu'on a appris ça, on est super content, on a envie d'utiliser notre nouveau joujou quelque part, et donc on veut l'utiliser partout. Mais non, faut se calmer un petit peu, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a relevé des éléments qui vont pas dans un raisonnement que le raisonnement, il faut le mettre à la poubelle. Des choses qui vont pas dans un raisonnement, il y en a toujours, mais au contraire, il faut retirer la substantifique moelle du raisonnement, mettre de côté ce qui va pas, mais se dire qu'est-ce qu'a voulu vraiment dire la personne dans son raisonnement, en mettant de côté ce qui va pas. Et un autre, qui est un petit peu en lien avec l'hypercritique, c'est que finalement, enseigner l'esprit critique, ça donne les éléments pour critiquer les opinions qui sont opposées à ce qu'on croit. Parce que du coup, je vais être capable, dans un raisonnement, d'identifier des sophismes. Et donc je vais dire, ah ouais, mais toi, tu as fait tel sophisme, donc ce que tu dis, j'y crois pas, parce que j'ai pas envie d'y croire. Ou, ah, toi, ce que tu as dit dans un tel argument, là, tu te reposes sur une étude qui n'est pas très fiable, donc du coup, je la considère pas du tout. Donc ça me permet de rejeter des choses. Et alors pour illustrer ça, je vais prendre un exemple sur le réchauffement climatique. Est-ce qu'il est dû à l'homme ou pas? Quand on pose cette question à des gens, enfin oui, il est dû à l'homme, hein, je ne pose pas la question, mais... donc quand on pose cette question, est-ce qu'il est d'origine humaine ou pas, le réchauffement climatique? Donc il y a des gens qui ont fait ça et puis qui ont regardé le degré de réponse en fonction de cette échelle-là, qui est un niveau de connaissance scientifique, on va dire. Donc, quand on est ici, on a très peu de connaissances scientifiques, et quand on est de l'autre côté, on a beaucoup de connaissances scientifiques. Et donc, là, c'est la probabilité de donner une bonne réponse, c'est-à-dire 0%, c'est tout le monde qui dit que le réchauffement climatique n'est pas d'origine humaine, et à 1, on est tout le monde qui dit que le réchauffement climatique est d'origine humaine. Et donc, cette courbe, voilà, elle a été découpée en deux, en fonction de l'orientation politique des gens, aux États-Unis. Donc les démocrates en bleu, la courbe du haut, et les républicains en rouge, la courbe du bas. Et donc là, ça illustre ce que je disais tout à l'heure. Donc on a d'un côté les démocrates qui politiquement sont plutôt enclins à croire à l'origine anthropique du réchauffement climatique. Et donc plus ils ont de connaissances scientifiques, plus ils croient à l'origine humaine du réchauffement climatique. En soi, c'est cohérent. Mais pour les républicains, c'est l'inverse. Plus on a de connaissances scientifiques, moins on y croit. Parce qu'on a les billes pour aller critiquer des éléments, ou pour aller trouver un argument pour dire « Ah ouais, mais est-ce que ça serait pas plutôt le soleil ?» ou « Ah, est-ce que ça serait pas plutôt les rayons cosmiques ?» Et donc voilà, on a les billes pour aller chercher des arguments, et pour rejeter tout le reste, donc isoler un mini-argument qui a été démoli de nombreuses fois, mais on a les billes pour aller chercher ça, et pour rejeter tout le reste. Et donc c'est ce qu'illustre ce graphique. Comme les républicains, ça heurte plutôt leur croyance, le fait que le réchauffement climatique soit d'origine humaine, ils vont avoir plus tendance à repousser que les démocrates, et plus ils ont de connaissances scientifiques, plus ils ont les moyens de repousser ces connaissances-là. Donc voilà, c'est aussi un écueil de l'enseignement de l'esprit critique. Là, c'est pour des connaissances scientifiques, mais je pense que ça doit aussi s'appliquer à l'enseignement de l'esprit critique. Si on enseigne des éléments d'esprit critique, on peut aussi les utiliser à contre-emploi. Un autre élément, c'est ne pas être ce que j'appelle un automate à sophisme, c'est-à-dire que dès que quelqu'un commet un sophisme, ou ce qui ressemble à un sophisme, dire « Ah, là, t'as fait un sophisme !» Parce que déjà, c'est pas très constructif, d'une. Et de deux, c'est pas toujours un sophisme. Parce que des fois, il y a quelque chose qui ressemble à un sophisme. Donc, pardon, j'ai pas défini sophisme, donc un argument fallacieux, on va dire. C'est quoi un argument fallacieux? Non, mais je pense qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément ce qu'est un argument fallacieux. Donc l'exemple que je prenais tout à l'heure d'appel à l'autorité, c'est-à-dire de faire référence à une autorité qui serait supposément compétente et qui ne l'est pas. Donc par exemple, il y a la fameuse citation de Albert Einstein qui n'a pas dit, mais dont on dit qu'il a dit que si les abeilles, s'il n'y avait plus d'abeilles, la vie sur Terre s'éteindrait au bout de 5 ans, ou je ne sais plus, un truc comme ça. Même en supposant qu'il l'ait dit, pourquoi pas? On ne voit pas bien pourquoi il l'aurait dit, mais admettons, c'est pas du tout son domaine de compétence, quoi. Il n'a pas travaillé sur les abeilles, il n'a pas travaillé sur l'écologie, donc en soi, ça n'a pas spécialement de pertinence de citer Albert Einstein pour ça, c'est juste pour utiliser la prestigiosité d'Albert Einstein qu'on utilise cet argument-là. Donc en soi, l'argument est fallacieux, on dit que c'est un sophisme, le sophisme de l'appel à l'autorité, mais c'est pas un argument. Mais alors voilà, parfois on peut avoir tendance à trop sortir, ah c'est un sophisme, et parfois ça n'a pas forcément du sens. Par exemple,
Donc il y avait une étude qui était sortie il y a 1 an à peu près sur un lien entre niveau de cancer et consommation d'aliments bio. Et certains avaient dit « Ah, mais c'est un sophisme. Enfin, c'est un sophisme. Attention, corrélation n'est pas causalité. » C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les gens mangent bio qu'ils ont moins de cancer. Ça peut être dû à d'autres éléments. Alors, c'est vrai, mais l'étude ne montre pas de causalité. C'est-à-dire que l'étude en elle-même ne montre pas que c'est pas parce qu'on mange bio qu'on a moins de cancer. Donc c'est vrai qu'elle ne montre pas de causalité. Mais pour autant, c'est réducteur de dire que c'est qu'une corrélation. Parce que ce n'est pas qu'une corrélation, c'est pas juste une corrélation, ça veut dire deux éléments qui varient de la même manière. Donc par exemple, la température de la Terre varie de la même manière que l'exposition au soleil. C'est toi qui le dis, pardon. Il fait jour, il fait plus chaud, pourquoi il fait... Voilà, on va dire ça. Donc les deux sont corrélés, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait un lien entre les deux. Donc en soi, c'est vrai, il faut faire attention. Quand deux variables sont corrélées, il ne faut pas en déduire une causalité. Et puis il y a des exemples complètement stupides qui existent, qu'on peut trouver sur Internet de... Comment ? Ah non. Il y a des exemples de la consommation de fromage qui est liée au nombre de personnes qui meurent dans leur lit, par exemple. Il y a des choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a un lien entre les deux. C'est juste qu'on a trouvé deux variables qui évoluaient de la même manière. Mais là, ce n'est pas juste ça. Ils ont fait une étude et ils ont fait en sorte de faire attention à un certain nombre d'éléments. Donc ils ont fait en sorte on appelle ça corriger, c'est-à-dire de mettre de côté des éléments qui puissent expliquer le fait qu'ils aient moins de cancer. Donc ils ont pris en compte la catégorie socio-professionnelle, ils ont pris en compte le fait que les gens y fumaient, ils ont pris en compte leur régime alimentaire, ils ont pris en compte le fait qu'ils faisaient du sport, ils ont pris en compte leur consommation d'alcool, ils ont pris en compte, voilà, ils ont pris en compte un certain nombre de choses. Donc c'est pas qu'une corrélation. Et c'est pas qu'une corrélation non plus, parce qu'il y a des éléments susceptibles d'expliquer le fait que, éventuellement, il puisse y avoir une causalité. Donc c'est en ça que dire corrélation n'est pas causalité serait réducteur. Mais encore une fois, c'est réducteur aussi de dire qu'il y a une causalité. C'est pas blanc ou noir. Un autre exemple, il y a eu des débats sur l'heure d'hiver, l'heure d'été, quelle est la mieux. Et il y avait un argument sur le fait que l'heure d'hiver était plus naturelle. Parce qu'on était plus synchronisé avec l'heure solaire que si on choisissait l'heure d'été. Parce qu'on a un décalage de 2 heures si on choisit l'heure d'été, on a un décalage d'1 heure si on choisit l'heure d'hiver. Mais alors là, ça peut faire penser à un sophisme qui s'appelle le sophisme de l'appel à la nature. C'est pas parce que c'est naturel que c'est meilleur. Et on peut citer plein d'exemples de choses qui sont naturelles et qui sont tout à fait toxiques. Donc n'allez pas cueillir des champignons dans la forêt et les manger sans savoir ce que c'est, par exemple. Mais pour autant, là, c'est fondé sur Enfin, je ne vais pas creuser le sujet plus que ça, mais les chronobiologistes disent qu'effectivement, c'est important pour l'organisme humain qu'au réveil, il y ait la lumière du soleil pour notre métabolisme. Et donc, pas qu'il y ait du soleil juste dans la journée, mais particulièrement au moment du réveil. Et donc, l'heure qui favorise ça, c'est l'heure d'hiver. Et donc, effectivement, c'est celle qui est la plus naturelle. Et après, c'est pas complètement délirant. Hein. Je veux dire, on a évolué dans un environnement où il y avait du soleil. On a vécu avec le soleil depuis la nuit des temps. Donc, c'est pas absurde en soi que ce soit préférable de vivre avec l'heure du soleil et de se lever avec l'heure du soleil, puisque c'est c'est l'environnement dans lequel on a évolué depuis des millions d'années. Mais voilà, il y a des choses qui ressemblent à des sophismes, et puis en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte, ah bah non, attention, c'est pas tout à fait un sophisme. Et donc si on est dans la tendance automata-sophisme, on peut avoir tendance à sortir un peu le carton sophisme trop vite. Donc toujours garder son esprit critique, même quand on veut lever un sophisme, dire attention, cet argument il est fallacieux, bah, faut se méfier soi-même de pourquoi on pense qu'il est fallacieux, est-ce que vraiment il est bien fallacieux, est-ce qu'on a bien creusé pour être sûr qu'il est bien fallacieux. Donc prendre l'habitude de critiquer, c'est bien. Alors critiquer pour soi, hein, j'y reviendrai après. Mais aussi, il faut identifier les bons arguments. Il ne faut pas être que sur un versant, parce que sinon, on va voir que la critique, et donc on va être dans l'hypercritique. Il faut aussi voir les bons côtés. Quels sont les bons arguments là-dedans? Ok, je retire ce qui me paraît moins bien établi, mais dedans, le plus souvent, il reste des arguments, enfin, sauf si on tombe sur des argumentaires complètement pourris, mais normalement, on peut isoler de bons arguments et donc les évaluer à leur juste valeur en retirant les éléments plus biaisés qui ont moins de valeur.
Et enfin, et je vais terminer par ça, le plus important, enfin je crois, c'est que l'enseignement de l'esprit critique, il sert pour soi, il ne sert pas pour les autres, c'est-à-dire qu'il ne sert pas à critiquer les autres, mais il sert à se méfier des informations qu'on reçoit, à les remettre en cause, et à être méfiant par rapport à soi et à ses propres croyances, à ses propres biais. Il ne sert pas à dire « Ah, ce que tu crois, c'est trop nul ». Parce que ça m'est arrivé avec un étudiant qui allait voir une étudiante après un cours sur l'homéopathie pour lui dire « Ah, l'homéopathie, c'est trop naze, ça marche pas ». Oui, alors bon, non, c'est pas tout à fait ce que je vous apprends en cours. Et donc après, voilà, il y a eu des tensions à gérer de ce point de vue-là. Donc j'insiste, et je pensais avoir assez insisté sur le fait que voilà, l'esprit critique, c'est vraiment un truc personnel, c'est pour se prémunir de certains mauvais raisonnements. Et c'est pas pour aller critiquer les autres et leur dire comment ils doivent penser ou ce qu'ils doivent penser. Enfin, chacun pense ce qu'il veut, chacun est libre de penser ce qu'il veut, évidemment. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce que j'ai évoqué. Vous réfléchissez, moi je vais voir. C'était par rapport aux chiffres. Est-ce que l'enseignement critique améliore l'esprit critique qui était quantifié et c'était l'étude, c'était 45% par rapport à un groupe test, 45%. Non, là c'était Non, là c'était 45% qui n'avaient pas, enfin ils n'avaient pas eu de cours d'esprit critique justement. Ils suivaient un cursus normal en université et donc 45% qui n'avaient pas du tout gagné en esprit critique au bout de 2 ans, malgré 2 ans d'enseignement de disciplines diverses et variées. Bon, malgré tout, 55% avaient gagné, hein. On peut aussi voir cet autre aspect de la médaille. Et du coup, il n'y avait pas groupe contrôle ou groupe expérimental, c'est juste un suivi de 2400 étudiants au cours du temps. On leur fait un test à l'entrée à l'université, on leur fait un test 2 ans plus tard, on leur fait un test 4 ans plus tard, pour voir comment ça a évolué pendant la période. Oui, là c'est tout. Le contrôle c'est littéraire, non? Comment? Le contrôle c'est littéraire. Je ne crois pas qu'il y ait des esprit critique. Il y a une étude justement là-dessus qui montre qu'en fonction du cursus universitaire, on est plus ou moins critique. On parle pas de la psycho. J'ai pas en tête de choses là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses toi sur le terrain? Bah moi, je peux reformuler. Donc oui, la question c'était... alors faut que je m'en souvienne. C'était est-ce que, en fonction de la discipline qu'on suit dans un cursus universitaire, est-ce qu'on est plus ou moins critique? Donc est-ce qu'en fonction de la discipline on est plus ou moins critique? Alors moi j'enseigne que en informatique et donc la filière journalisme scientifique, donc c'est assez restreint. Après dans la filière journalisme scientifique, l'intérêt c'est qu'il y a différents horizons qui sont là, mais l'échantillon est petit et puis j'ai pas fait d'expérience précise. J'ai pas l'impression de noter quoi que ce soit. Et puis pareil, dans mes lectures d'articles sur le sujet, j'ai pas le souvenir de choses là-dessus. Je suis enseignant-chercheur en physique. Et en physique, il n'y a jamais de cours de spécifique. C'est quelque chose qu'on apprend par semaine, si on a envie d'apprendre, et sinon on apprend à résoudre les problèmes. Et ensuite, les collègues se plaignent que les étudiants, en master, ils ne s'appliquent pas à réfléchir, ils ne se posent jamais des questions, ils ne regardent même pas des unités de leurs résultats. Et un sens, c'est que c'est n'importe quoi, ils auraient dû l'apprendre en 5 ans. Sauf qu'en fait, on n'aura jamais réellement appris, ou c'est vraiment quelque chose qu'on donne en plus au programme télé, on va parler de ça, mais c'est pas le but de télé, et c'est un problème. Et là, les disciplines, en tout cas en physique. Et là, alors, je pourrais se dire que c'est une des matières qui est une des plus rigoureuses au sens que les sciences dures. J'ai une question justement, je voudrais savoir s'il y a une différence d'esprit critique, déjà je ne sais pas comment ça m'exprimer, mais entre quand on est étudiant dans les premières disciplines, on apprend des connaissances, et quand on a fait la pratique en laboratoire, et quand on a appris à lire un article scientifique ou à faire des biblios, et quand on a pratiqué un peu en laboratoire, est-ce que ça apporte des connaissances à la démarche scientifique? Et
d'esprit critique. Et ma deuxième question, c'est de savoir, quand on a fait l'histoire des sciences, l'épistémologie théorique, est-ce que ça apporte l'esprit critique ou pas? Si ça fait des vidéos sur ça ou pas? Alors, selon les disciplines qu'on a suivies, l'histoire des sciences ou l'épistémologie, je ne sais pas dire si... Même quand on fait, par exemple, de la physique, n'importe quoi, puis qu'on a en plus de l'épistémologie... Non, ça, je ne sais pas dire. Je n'ai pas vu. Et sur la première partie, laboratoire, lecture d'articles scientifiques, est-ce que ça contribue? Parce que je me dis, plutôt que de faire des cours en DEG, en fait, quand on arrive en master, on fait des bio, et quand on arrive en thèse, on pratique, et du coup, comme on voit comment on pratique la science, peut-être qu'on... Ouais, ça me fait penser à l'aspect plus pratique de l'enseignement d'esprit critique. Quand on se pose des problèmes, c'est plus efficace. Donc effectivement, c'est encore en lien avec ça. Après, voilà, sur des choses aussi pointues que ça, dans les publics, j'ai pas vu de choses là-dessus. Surtout que j'ai lu surtout des publics de synthèse, qui du coup ne rentrent pas dans le détail de chaque élément. Donc là-dessus, je sais pas si ça existe ou pas. Apporter un tout petit élément de réponse qui est l'ordre de l'expérience personnelle. Parce que j'ai fait une thèse, mais je me suis intéressé à l'éthique après ma thèse. Donc ça ne fait pas du tout partie de l'enseignement et c'est pas du tout partie forcément de la réflexion. Enfin, c'est vraiment quelque chose de personnel et heureusement qu'on a un peu un cursus, mais on peut faire tout un cursus, je trouve un cursus sans avoir de cette notion d'esprit critique et de démarche, même de démarche scientifique. Mais quand on fait de la vidéo pour trier les articles, juste avant de faire... Ça se fait par expérience, mais pas forcément par connaissance de l'esprit critique et de la démarche scientifique. Après, c'est vraiment une expérience personnelle. Moi, j'ai un peu la même approche au sujet de thèse. C'est pareil, j'avais même pas au début, je n'avais pas de retour par rapport aux articles que je faisais. Il y en avait certains, ils avaient tous le même niveau, c'est après, c'est par soi-même. Oui, on apprend sur le tas à lire et décortiquer les articles. Moi, je suis en psycho pour l'instant, et pourtant, je traîne avec pas mal de docteurs, ainsi, et on a des cours scientifiques avec de la psychanalyse jusqu'à un bon niveau, même en master, on va encore avoir des cours de psychiatre. En sexo, j'en parle même pas, c'est encore pire. Mais je me retrouve avec des mecs qui ont des doctorats et qui sont là avec un esprit critique qui s'arrête soudainement à un truc de psychanalyse qui est complètement absurde. Et on arrive, et je me souviens, parce que moi ça m'avait frappé parce que j'étais en bac à l'époque, et je voulais regarder, je voulais creuser au niveau de la correction de Rorschach, on avait vraiment des gros cours là-dessus. Et c'est un testing avec des taches d'encre. Et pour donner un peu le niveau de scientificité du truc, il est rouge et noir parce que l'imprimeur voulait faire des économies d'encre. Voilà, donc ça donne un peu le niveau du truc, c'est un peu n'importe quoi. C'est très utilisé, ça a été très utilisé. En France, on l'a vu encore plus en Belgique. Et le truc, c'est que ça se corrige n'importe comment, il faut en prendre en compte le sexe, l'âge, l'histoire de la personne, il faut en prendre pas en compte. On lui fait dire que n'importe quoi, c'est pas dur en fait. Et moi, ça me posait problème, j'ai été creusé dans les unifs. Et plus je creusais, plus je voyais que c'était vraiment n'importe quoi. Parce qu'il y avait vraiment toutes les méthodes qui existaient, qu'on pouvait imaginer. Et au final, tout simplement, les gens donnaient une raison à ça, et ça devenait leur méthode, et ça devenait leur source de méthode. Pourtant, c'est basé sur le cas unique, et c'est vraiment n'importe quoi. Mais donc, je crois vraiment qu'on peut faire un doctorat, une étude très poussée dans un sujet, et fumer complètement, et délivrer très loin de la réalité, quoi. Ça ne pose pas de problème. Moi, si un jour je m'en vais, je fais un doctorat en psychanalyse. Non, mais c'est hallucinant. Après, c'est bien eu de l'attente. Ouais, c'est exactement ça, l'attente. Oui, et puis pour aller dans le même sens, on a des chercheurs très célèbres qui ont ensuite déconné un tube et raconté n'importe quoi. On parle du biais du, je sais plus quoi, du génie ou un truc comme ça. Est-ce que j'aimerais bien savoir si c'est mesuré ça. Si plus on est un chercheur reconnu, plus on est habitué à se faire confiance, à avoir des gens qui nous font confiance, et moins on a d'esprit critique. J'ai cette impression. J'aimerais bien savoir si c'est mesuré. Ça, je sais pas. J'ai une question, je suis arrivé un peu en retard, je ne sais pas si ça a déjà été dit, mais comment on mesure le gain d'esprit critique, c'est sur quels critères? Il y a des tests d'esprit critique qui existent. Des questionnaires? Ouais, c'est ça, des questionnaires. T'as pas dû voir du coup je vais poser une petite question sur une sorte d'énigme à répondre, à résoudre. Et ça peut être ce genre de questions-là. Ça peut être des choses plus détaillées où on a un texte, il faut extraire les arguments, analyser les arguments, puis dire quelle est la conclusion valide. Généralement, c'est des QCM, parce que pour que ce soit automatisé et qu'on puisse faire des centaines d'étudiants. Ou alors ça peut être sur des graphiques, analyser
analyser, voilà, vous avez un graphique, et puis qu'est-ce qu'on peut déduire de ce graphique. Voilà, c'est réussir à extraire de l'information, voilà, sensibiliser, savoir identifier les bons arguments. D'accord. Mais bon, ça ne peut pas couvrir tous les spectres. Et d'ailleurs, par rapport aux écueils que je mentionnais sur l'enseignement d'esprit critique, finalement, j'ai l'impression que ces tests ne mesurent pas est-ce qu'on est trop critique, est-ce qu'on ne tombe pas dans l'hypercritique. Ça, je pense que ces tests ne mesurent pas vraiment. Oui. La question, c'est comment vous avez fait pour. Comment vous en êtes arrivé à amener l'enseignement d'esprit critique en licence informatique et dans quelle mesure ça peut être généralisé dans des domaines moins psycho. Un minimum, au moins c'est scientifique, complètement littéraire, c'est moins. C'est tout aussi important. Mais voilà, est-ce que. Alors la manière dont je suis venu à l'enseignement d'esprit critique... c'est surtout la manière dont ça a été intégré au cursus de licence. Je l'ai proposé, ça a été accepté. Merci à mes collègues. Oui, non, il y a eu un accueil plutôt favorable, donc ça s'est fait sans difficulté. Le fait qu'il y a l'enseignement en licence informatique, même chose pour la filière journaliste scientifique. J'ai rencontré un responsable de la filière, on a discuté, il a rapidement été partant, et voilà, ça s'est fait sans difficulté. Ça reste de l'initiative personnelle. Ouais. Et après, plus large, oui, ça peut complètement être plus large. Enfin, il y a des cours à Grenoble, par exemple, qui sont faits à des centaines d'étudiants de tous horizons. Donc oui, il n'y a pas de raison que ce soit spécifique à l'informatique. Là, c'est en informatique parce que je suis informaticien et donc j'infiltre plus facilement les enseignements d'informatique que ceux de psychologie, par exemple. Mais oui, et j'aimerais que ce soit plus général, comme à Grenoble, par exemple. C'est une option ou c'est pour les étudiants? En informatique, pour l'instant, c'est une option. L'année prochaine, ce sera obligatoire. Et d'ailleurs, il y avait des enseignements d'esprit critique en psychologie à une époque, à l'université de Lille, par Michael Mollet. En école électorale, il y a deux travaux modules. Ah oui, ce serait bien que ce soit en école primaire. Ouais, c'est ce que je voulais dire aussi. Tout à fait, ouais. Le plus tôt c'est fait, le mieux c'est. Je suis complètement d'accord. Par rapport au technique, la boîte à outils. Je sais qu'il y a des choses qui se développent à l'heure actuelle dans l'enseignement. Au collège, normalement, les profs d'office sont aussi. Mais il n'y a pas eu récemment un projet de rendre les cours d'esprit critique, tout ça obligatoire, en primaire, tout ça, avec l'histoire des. Quand il y avait eu les attentats, l'histoire des fake news et tout ça. Je ne sais pas à quel point c'est obligatoire ou pas. Mais voilà, comme les cours. Oui, il y a des initiatives pour pousser ce genre d'enseignement. Il y a le CLEMI qui. Je ne sais pas combien de temps ça date, mais j'ai oublié ce que ça veut dire CLEMI. Éducation média à l'information. Éducation média à l'information. Ouais. JQL. Bref, un centre qui s'occupe de l'éducation aux médias et à l'information, effectivement, et donc qui fournit des ressources pour, je ne sais plus à quel niveau ça se situe, si c'est primaire ou secondaire, mais qui fournit des ressources qui peuvent être utilisées ensuite par les enseignants. Au secondaire, ils sont là, au primaire, je sais pas. Et il y a aussi la main à la pâte qui fait des choses et qui fournit des documents prêts à l'emploi pour être utilisés dans les classes. Donc il y a des ressources qui existent, après il faut que ce soit mis en place dans les écoles, mais bon, les enseignants ont beaucoup de choses à faire, donc qui se forment eux-mêmes à ça, c'est pas forcément évident. C'est un des projets de l'ASTEC aussi. Il n'y a pas beaucoup de monde. Je rebondis parce que dans les bonnes pratiques que tu as montrées tout à l'heure, Ouais. il y avait, je crois, si je me souviens bien, l'aspect pratique, Oui. l'aspect échange entre pairs, l'aspect lien avec le transfert, c'est celui-là. En fait, c'est aussi exactement ce qui a été constaté par la PAT. Est-ce qu'il y a des spécificités sur la démarche scientifique en général, enfin sur l'esprit critique par rapport à la démarche scientifique en général ou pas? Ou est-ce que c'est une question bien trop précise? Pour l'enseignement de l'esprit critique par rapport à l'enseignement de la démarche scientifique, ouais, c'est ça? Parce que ça, pour la démarche scientifique, c'est exactement ce qu'on a constaté dans la PAT. Ok. Bah, c'est les mêmes items en fait. Après, c'est relativement proche, donc c'est pas très étonnant que ça se recoupe. Est-ce
que vous envisagez des finalités politiques avec l'enseignement de la méthode critique? Ça dépend ce qu'on entend. En fait, les constatations ont mis en cause en fait quelque chose qui paraissent plutôt aberrantes. Ouais, c'est sûr que si on met en cause les informations qui nous viennent parce qu'on les accepte, parce qu'on les entend tout le temps, et donc ça nous paraît vrai, ce qui est un biais cognitif, ce qu'on entend très souvent, ça nous paraît plus vrai que ce qu'on entend rarement. C'est sûr que si on remet ça en cause, il y a derrière des conséquences politiques sur ce qu'on entend très régulièrement dans des médias et qui n'est pas forcément fondé en plus scientifiquement. Je sais pas, par exemple, le fait qu'on est adulte, on sait bien prendre des décisions par nous-mêmes en notre âme et conscience, et donc, mais on sait bien qu'en fait, non, on peut se faire influencer par tout un tas de facteurs, et donc nos décisions, on ne les prend pas avec un libre arbitre plein et complet. Et donc ça remet en cause ensuite des théories politiques, au moins en partie. Donc oui, après, moi j'ai pas cette finalité-là de dire faut pas voter ça ou faut voter ci. Après, les étudiantes et les étudiants utilisent les cours comme bon leur semble, et je ne sais pas si ça a une influence sur leur orientation politique. Je ne leur pose pas la question avant-après la question de leur orientation politique, c'est un peu une question sensible. Je ne pense pas avoir le droit. À ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y a un chaînon manquant qui fait le lien entre justement le système politique et la démarche. Un chaînon manquant dans quel sens? Dans le sens de prendre pas seulement être dans la constatation, mais être dans l'action. Avoir un pouvoir de décision. Dans le cadre de l'enseignement? Ou alors on enseigne donc, la méthode critique pour dire constater que les choses sont ce qu'elles sont, mais si on s'arrête là, à quoi ça sert? C'est bien d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue collectif, je ne vois pas l'intérêt s'il n'y a pas quelque chose qui va animer l'ensemble. Après, les choix politiques, ça dépend des valeurs aussi. Moi, si on reste figé. C'est pas une question de rester figé, puisqu'on apporte des choses et donc montrer qu'éventuellement ça peut amener des transformations chez les gens. Après, de quelle transformation il s'agit et comment chacun emploie les outils qu'on leur fournit, c'est du ressort de chacun et c'est pas à moi de décider ce qu'ils doivent en faire. C'est pas la question de la fac. Dans le cadre d'un fait, tu enseignes ça. La fac, c'est censé rester la politique. Justement, à un moment donné, c'est le rôle. C'est l'éducation populaire qui fait ça normal. Et du coup, il y a des valeurs en plus en fait. Qui se charge d'enseigner l'esprit critique au CLEMI? Parce que, alors j'ai déjà eu des formations par le CLEMI, à part vérifier les sources, donc juste croiser les sources. Alors le CLEMI en fait c'est ceux qui mettent des ressources à disposition pour les enseignants. Donc on a parlé tout à l'heure, en fait c'est le centre, je sais plus l'EL, mais éducation, médias et information. Et à part apprendre à croiser les sources, à limite vérifier une source et analyser une image, et encore parfois on est dans des analyses très littéraires d'images parce que dans le CLEMI on a quasiment que des profs documentalistes et des profs de matière littéraire. On n'a quasiment aucun, enfin on a très peu en tout cas de profs de maths ou de physique, etc. Et du coup on a clairement là-dedans. C'est pas vraiment porté sur la science, ça va vraiment être sur un niveau journalistique en fait. Où on peut voir que les médias, souvent il y a des problèmes avec leur interprétation des faits, quoi, des faits scientifiques en tout cas. Je ne sais pas si les médias sont très bons pour l'esprit critique. On est d'accord, mais du coup on reste sur ce niveau-là en fait d'analyse scientifique au CLEMI, quoi, enfin, à mon sens. C'est déjà pas trop mal. Ils sont très orientés fake news. En gros, c'est la lutte contre les fake news et puis. Et donc ça donne des clés par rapport à ça, mais. Et encore, enfin, même sur les fake news, je trouve qu'ils sont pas super au point. Après, j'ai pas énormément regardé. Il y a un truc, hein, mais il y a un petit peu. Comment rendre l'enseignement d'esprit critique cool. Un truc non. Non, mais sans pouvoir être des exemples, sans pouvoir donner
justement comment on s'est perçu par les étudiants. Je pense que c'est le problème de tout enseignement en règle générale. En fait, sujet sans enjeu. Il y a une séquence qui est faite par Léna Castellini avec un bracelet unique. Et donc on sait dès le début que c'est faux, et ce qui va compter c'est le jeu de rôle et puis c'est d'aller chercher l'argument. Merci à tous. Et je vous invite à continuer la conversation juste avant, mais comme il y a des contraintes logistiques pour le bar ce soir sur la 29, on va être obligé de remballer juste le matériel vidéo. Je vous invite à continuer à discuter entre vous. Merci à tous. Moi, je vous donne rendez-vous, si vous voulez, le 1er novembre, ici, 19h30 aussi, pour parler d'un sujet un peu plus léger. On va parler sorcellerie. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée. C'est plus léger parce que ça flotte quand elles sont coupables.